Bonjour à tous, capsule juridique numéro 160 du 25 mai 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de l'Allemagne et des USA. En France tout d'abord, le Conseil de prud'homme de Marmande a rendu le 19 mai un excellent jugement. L'affaire concerne une aide à domicile qui était engagée évidemment dans les liens d'un contrat de travail et qui a été suspendue puisqu'elle avait refusé les injections Covid. La suspension, en ce qui la concerne, avait été prononcée dès le moment où la loi l'autorisait, c'est-à-dire le 15 septembre 2021. 2 mois plus tard, début novembre 2021, elle déposait d'abord une requête en référé pour demander la suspension de cette décision, donc la suspension de la suspension. Mais le Conseil de prud'homme, à ce moment-là, en référé, donc en urgence, avait considéré qu'il n'était pas compétent, estimant que la procédure devait être engagée sur le fond, donc dans une procédure ordinaire. L'aide à domicile poursuit donc sa démarche et saisit le même Conseil de prud'homme, mais cette fois-ci au fond, par une requête du 25 février 2022, demandant cette fois l'annulation de la décision qui suspendait son contrat de travail. La procédure se poursuit, les parties déposent des conclusions, le temps passe, etc. Et une audience de plaidoirie a finalement lieu en février 2023, donc quasiment un an plus tard, et le jugement vient d'être rendu et voici ce qu'il contient. Argument numéro 1. Tout d'abord, l'aide à domicile et son avocate soutenaient que la loi du 5 août 2021 avait bien créé une obligation vaccinale, terme qui figurait d'ailleurs dans l'un de ses articles, obligation assortie de diverses mesures permettant de sanctionner sa violation, et ce pour différentes catégories professionnelles. Or, chaque juge a le devoir de contrôler le respect par les autorités publiques du droit applicable et de respecter la hiérarchie des normes. La question se posait donc de savoir si l'obligation vaccinale était ou non compatible avec les différentes conventions internationales ou traités internationaux en vigueur. Selon l'aide médicale et son avocate, qui est maître Florence Bessy, cette loi était en réalité contraire tout d'abord à l'article 55 de la Constitution, article qui oblige l'État et donc les juges de veiller à l'application des conventions internationales. Et sur ce point précis, le Conseil de prud'homme rappelle que lorsqu'une procédure avait été engagée justement en 2021 pour tenter de faire examiner la constitutionnalité de cette obligation vaccinale, la Cour de cassation avait refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité, en estimant précisément à ce moment-là que les salariés devaient soutenir devant chaque juridiction l'éventuelle violation des conventions internationales en vigueur. Et donc, précisément, c'est ce que faisait la salariée dans ce cas précis, dans l'affaire dont je vous parle, ce qu'on ne pouvait donc pas lui reprocher. Le Conseil de prud'homme confirme donc qu'il a bien le pouvoir de vérifier la conformité de cette loi du 5 août 2021 aux conventions internationales. Argument numéro 2. La loi du 5 août 2021 est aussi contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article qui consacre, on en a déjà parlé souvent, le droit au respect de la vie privée, et ce dans la mesure où l'obligation vaccinale s'analyse bien sûr en une ingérence dans l'exercice de ce droit, et que, selon l'aide à domicile qui lançait la procédure, cette ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée. À ce sujet, le Conseil de prud'homme va tout d'abord confirmer qu'une obligation vaccinale est bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. Ceci est conforme à différentes autres jurisprudences antérieures, rendues par la Convention européenne des droits de l'homme et citées dans le jugement. Quant à savoir ensuite si cette ingérence est ou non nécessaire et proportionnelle à l'intérêt qu'elle vise à protéger, le Conseil de prud'homme va tout d'abord rappeler la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, qui précise, de son côté, je cite, « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doit notamment être respecté le consentement éclairé et libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi. » Fin de citation. Alors, petite parenthèse à cet égard avant de continuer avec ce jugement. C'est très intéressant en fait ce que fait le Conseil de prud'homme. Pour bien comprendre, je vous rappelle, je l'ai déjà fait dans une autre capsule, mais c'était il y a un moment, qu'il ne faut pas confondre deux entités internationales. D'une part, le Conseil de l'Europe, dont émane la Convention européenne des droits de l'homme et dont fait partie aussi la Cour européenne des droits de l'homme, et d'autre part l'Union européenne. Alors, le premier, donc le Conseil de l'Europe, regroupe 46 pays, sauf erreur. On était un de plus jusqu'au début de la guerre Ukraine-Russie, mais la Russie n'en fait plus partie. Et cette instance est essentiellement créée précisément pour veiller au respect des droits de l'homme. Et c'est aussi au niveau du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, je vous en ai déjà parlé, que d'importantes critiques sont souvent faites à propos de l'infiltration de la Cour européenne des droits de l'homme par l'ONG Open Society de George Soros, ce qui a donné lieu à quelques rapports dont je vous ai déjà parlé également.
De son côté, l'Union européenne, qu'on appelait jadis Communauté européenne, est évidemment la structure qui s'occupe à l'origine plutôt de questions économiques. D'ailleurs, c'était Communauté économique européenne, hein, CEE. Et donc de questions économiques au sens très très large. Et donc c'est elle, dont la commission, c'est-à-dire en fait le gouvernement en quelque sorte, présidée par Ursula von der Leyen pour l'instant, a commandé et continue d'ailleurs de commander ces milliards de doses d'injection. Et dans les litiges que j'ai évoqués jusqu'à présent, c'est essentiellement la Convention européenne des droits de l'homme, donc le texte du Conseil de l'Europe, la première des deux structures, qui est invoqué, donc son article 8 dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ici, le débat était en quelque sorte déplacé. Il se fonde en partie sur un texte qui émane cette fois-ci de l'Union européenne, c'est-à-dire la Charte des droits fondamentaux, qui date quant à elle de décembre 2000, et les juges ajoutent en quelque sorte un argument supplémentaire. Fin de la parenthèse. Alors évidemment, il est probable qu'ils ne le font pas spontanément et que ça avait été conclu et plaidé par Maître Bessy qui m'a transmis la décision et qui participe d'ailleurs au même groupe de travail collectif que celui avec lequel je travaille moi. Mais il est très intéressant que cet argument soit développé ainsi dans le jugement. Et ce jugement cite également, toujours dans la même charte de l'Union européenne, l'article 21 qui consacre l'interdiction de toute discrimination. Et voici comment le Conseil des prud'hommes tranche cette question, et je vais vous en citer de très larges extraits, d'une part parce que ça permet de bien comprendre, et puis d'autre part parce que ça va vous mettre de bonne humeur, tout simplement. Je cite. En dehors même de la question de savoir si l'instauration de l'obligation vaccinale anti-Covid-19 au moment où elle a été décidée entraînait ou non une participation de fait à un essai clinique, force est de constater que la notion d'obligation vaccinale porte en elle-même une privation automatique de l'exercice du droit à un consentement libre et éclairé. De même, l'instauration de l'obligation vaccinale anti-Covid-19 a fait naître une triple discrimination envers les professionnels du secteur sanitaire et médico-social. D'abord, l'obligation vaccinale n'a pas concerné l'ensemble de la population française, active comme non active, mais seulement 2,7 millions de personnes. Ensuite, deuxième discrimination, l'obligation vaccinale a été imposée aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social sans que, dans le même temps, une telle obligation soit prévue pour des salariés travaillant pourtant eux aussi en contact avec des publics ou des populations tout aussi bien potentiellement fragiles, vulnérables ou à risque. Et enfin, troisième discrimination, l'obligation vaccinale a introduit au sein d'une même structure de travail une discrimination entre les salariés qui ont refusé de se soumettre à cette obligation et ceux qui l'ont respectée et qui ont eu le droit de continuer à embaucher alors même qu'ils avaient contracté le coronavirus. La plaignante affirme à juste titre que des soignants positifs mais vaccinés peuvent travailler et contaminer des patients à risque, tandis qu'on interdit à des soignants négatifs, asymptomatiques mais non vaccinés de travailler. Or, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne permettent pas de comprendre les motifs susceptibles de justifier et de légitimer ces discriminations. Alors que d'une part, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, donc la deuxième des structures internationales dont je vous ai parlé, considèrent qu'il y a lieu d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte, etc., ça c'est l'article 21, et que d'autre part, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ça c'est la première des deux structures, déclare que la vaccination doit être accessible à tous et à toutes partout, a demandé instamment aux États membres et à l'Union européenne, pour ce qui est de garantir un niveau élevé d'acceptation des vaccins, de s'assurer que les citoyens et citoyennes soient informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et de veiller enfin à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. En fait, là, on fait référence à une résolution qui avait été prise en janvier 2021, qui est en fait donc une résolution du Conseil de l'Europe, donc bien la première des deux structures internationales dont je vous ai parlé, et qui justement rappelait les principes. Alors, c'est une résolution, donc ça veut dire que ce n'est pas impératif. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'États qui sont passés largement outre cette résolution, mais elle existe et c'est la première fois d'ailleurs que je la vois citée dans un jugement, donc c'est très très bien. Je poursuis. Au sujet des sanctions entourant l'obligation vaccinale, entre parenthèses, interdiction d'exercer, suspension du contrat de travail, interruption du versement de la rémunération, non-assimilation à une période de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté, fermez la parenthèse, il sera observé qu'une autre voie juridique plus conforme aux droits fondamentaux aurait pu utilement être empruntée, celle de la modification du contrat de travail. Un peu plus loin, oui, la portée et les enjeux liés à l'obligation vaccinale ne peuvent être compris isolément ou in abstracto, tant il importe de souligner que l'adoption de cette mesure
est intervenue dans un contexte d'activité réglementaire intense et de régime ultra-présidentiel où le Parlement est réduit à un rôle de chambre d'enregistrement au profit d'entités purement administratives telles que le Conseil de défense ou le Conseil scientifique, composé de personnes non élues. Cette activité, donc ultra-présidentielle, a été caractérisée par moult injonctions contradictoires, revirements de doctrine, ordres et contre-ordres successifs. À l'inverse des limitations apportées aux différentes libertés fondamentales, l'imagination du pouvoir exécutif n'a quant à elle connu aucune limite, de sorte qu'il est bien difficile de trouver une quelconque logique dans les mesures prises tous azimuts. 2 points. Et il y a plusieurs puces, donc les exemples des mesures que critiquent les juges. Confinement, déconfinement et reconfinement locaux ou étendus à l'ensemble du territoire. Couvre-feu aux horaires changeants et toujours plus restreints. Attestation de sortie dérogatoire et tolérance présidentielle entre guillemets concernant les déplacements interrégionaux. Liste fluctuante des commerces, activités ou biens considérés selon l'arbitraire bureaucratique comme essentiels ou non essentiels. Définition du nombre de clients qu'un magasin peut accueillir dans une surface prédéfinie. Gestes barrières aux contours variables. Dispense puis obligation de port du masque, masque officiellement agréé ou masque fabriqué maison, en l'absence de preuves scientifiques sur l'utilité du port du masque en extérieur et avec un discours gouvernemental incertain quant à son efficacité. 2 points, citation, donc le jugement qui cite les discours gouvernementaux. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Donc ça, c'était l'ineffable, je ne sais plus comment elle s'appelait, d'ailleurs, la première porte-parole du gouvernement. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait, je ne sais pas l'utiliser, parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, et bien en fait, on a du virus sur les mains, sinon on a une utilisation qui n'est pas bonne, et ça peut être même contre-productif. Oui, si bête NDI, voilà. Porte-parole du gouvernement, interview sur RMC le 20 mars 2020. Autre exemple de mesure, isolement hospitalier, prohibition des sépultures, interdiction de rendre visite aux malades et aux mourants, interdiction des manifestations publiques et des événements culturels. Ordre, conseil ou recommandations infantilisants. De nouveau une citation. Évitons que papy et mamie aillent chercher leurs petits-enfants à l'école. Jean Castex, le 27 août 2020. Il faut limiter le nombre d'adultes dans une pièce et être le minimum de personnes par rassemblement privé. Macron, le 24 novembre 2020. Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes sans compter les enfants. Jean Castex, 3 décembre 2020. Je poursuis dans les mesures énumérées par le jugement. Création de zones géographiques rouges, super rouges ou écarlates. Déploiement de 100 000 membres des forces de l'ordre pour contrôler le respect des règles. Obligation de se soumettre à une prise de température et ou à des tests antigéniques, tests salivaires et autotests. Prohibition d'accès aux communs de l'humanité que sont les bords de mer et les forêts. Déclaration imprécise et fluctuante des pouvoirs publics au sujet de la disponibilité et des stocks de masques, tests et vaccins. Déploiement du novlangue. Gestes barrières, confinement, fêtes clandestines, attestation présentielle et distancielle, asymptomatique, mesures de freinage, etc. Arsenal numérique et informatique de surveillance, algorithmes, enregistrement du nom des clients des restaurants, utilisation de drones, système de tracing destiné à contrôler numériquement les allées et venues. Mise en place d'un pass sanitaire faisant de certains citoyens les contrôleurs de leurs concitoyens et aboutissant à une ségrégation liée aux seuls critères de la santé biologique, accompagnée de propos tonitruants. De nouveau une citation, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Macron, 5 janvier 2022, etc. Le jugement poursuit. En somme, une citation, il y a bien eu en France une frénésie bureaucratique, à la fois burlesque et profondément liberticide, à tel point qu'on a entrevu à certains moments une tentation de régir l'intégralité de la vie des Français dans ses moindres détails. Des pistes de ski ouvertes mais des remontées mécaniques fermées, des grandes roues qui continuent à tourner mais qu'on ne peut pas utiliser, l'autorisation des regroupements pour les fêtes de Noël mais pas pour le Nouvel An, un nombre de personnes maximum autorisées pour les rencontres chez soi, la réouverture des lieux de culte pour 30 personnes maximum, pourquoi 30? On ne saura jamais, les restaurants fermés mais les écoles ouvertes, l'impossibilité d'acheter une paire de chaussettes ou d'oreillers en faisant ses courses alors que le rayon casserole, lui, est en zone verte. L'interdiction d'exercer pour les coiffeurs alors que les sex shops, eux, sont toujours ouverts. On a peiné à comprendre la cohérence de tout cela. Fin de citation, et c'est une citation de Mathieu Slama, publiée dans la presse de la Cité en 2022. Je poursuis toujours la lecture du jugement. L'acmé de cette situation ubuesque a été atteint par l'employeur de l'aide de vie qui a maintenu la suspension du contrat de travail de cette aide de vie tout au long de ces années et de la procédure prud'homale, alors même que le régime réglementaire et législatif dans son ensemble connaissait des assouplissements progressifs pour aboutir finalement à une suppression
et non une abrogation, de l'obligation vaccinale par le décret numéro 2023-368 du 13 mai 2023. Il apparaît donc, poursuit toujours le jugement, dans le contexte qui vient d'être rappelé, que, il cite à nouveau, l'état d'exception s'est progressivement normalisé au point de se métamorphoser en état de vigilance, sorte d'état d'urgence sans urgence où la justification des mesures d'exception est prise sur le fondement de l'anticipation de la possible résurgence de l'épidémie et que la rationalité a disparu au profit d'une acceptation servile des mesures les plus arbitraires, prises au nom du bien avec un grand B, au point qu'on a pu assister à une intrusion de l'État dans nos vies et nos corps qui n'a aucun équivalent dans notre histoire récente. C'est à nouveau une citation de Mathieu Slama. Je poursuis toujours le jugement. Or, lorsque nous nous réjouissons de retrouver les terrasses tout en acceptant un certain nombre de restrictions qui sont conservées, nous oublions ce qu'est la liberté. Lorsque nous applaudissons les soignants à nos fenêtres alors que nous sommes littéralement enfermés, nous oublions ce qu'est la liberté. Lorsque nous plébiscitons à ce point toutes les mesures d'enfermement et de restriction, nous oublions ce qu'est la liberté. Lorsque nous acceptons enfin de présenter un QR code pour prendre un café ou aller au théâtre, et lorsque nous affirmons que le pass sanitaire est la condition du retour à nos libertés, alors nous oublions ce qu'est la liberté, encore Mathieu Slama. Je poursuis toujours le jugement. L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 58, instituant l'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles, il revient à celle-ci, donc l'autorité judiciaire, convaincue que si le vrai virus était inéluctable, les réponses politiques liberticides, elles ne l'étaient pas, de juger que l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a constitué une mesure qui, dans une société démocratique, n'était ni nécessaire, ni proportionnée à la protection de la santé ou des droits et libertés d'autrui, si tant est que le but réellement poursuivi était celui-ci, et non le maintien à flot de l'économie, quoi qu'il en coûte. Par conséquent, dit toujours le jugement, en raison de la primauté du droit international, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Sur les conséquences de la non-conventionnalité, exception prise de l'incompatibilité de la législation nationale avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la suspension du contrat de travail de la demanderesse, décidée par son employeur, sera annulée. Par conséquent, seront ordonnées la réintégration de la salariée avec reprise du versement de son salaire rétroactivement au 13 octobre 2021 et la reconstitution de ses droits à des congés payés ainsi que des droits légaux ou conventionnels qu'elle aurait dû acquérir au titre de son ancienneté pendant la période où elle était suspendue. Fin de citation. Alors c'était un peu long, mais je crois que vous avez dû apprécier. Alors bravo, vraiment 1000 bravos à ma consoeur, donc maître Florence Bessy, et à sa cliente, et surtout bravo au juge qui compose cette juridiction. On sent d'ailleurs comme un peu de colère ou d'énervement de leur côté, et en tout cas une motivation qui est brillante et une clairvoyance qui fait un bien fou. En Allemagne, à présent, le professeur Soukarik Bagdi, que vous connaissez sûrement, que j'aime d'ailleurs beaucoup, moi, parce qu'il est très pédagogue, et il a été constant dans ses explications quasiment depuis le tout début, notamment sur les mécanismes complexes, comme justement le fonctionnement de l'immunité naturelle, etc., était poursuivi en justice. Le ministère public allemand lui reprochait d'avoir prétendument incité à la haine et d'avoir banalisé l'Holocauste. Il se référait à des propos tenus par le professeur Bagdi qui avait comparé la campagne de vaccination en Allemagne à une dictature. Alors, vu le calme du personnage depuis plus de 3 ans, c'est presque risible, sauf que c'est malheureusement symptomatique du délire dans lequel nous nous trouvons, et donc en cela, c'est très grave. Pour tout dire, j'ai d'ailleurs eu la même chose avec ma famille en 2021, quand j'ai expliqué que des survivants de la Shoah s'étaient réunis pour déposer eux-mêmes une plainte à la Cour pénale internationale pour génocide. Le seul fait d'expliquer ça a entraîné des hurlements. Mais enfin, tu ne peux pas dire ça, tu ne respectes pas les victimes de la Shoah, etc. J'ai tenté de demander en quoi c'était irrespectueux de parler des propres actions judiciaires de ces mêmes victimes de la Shoah. Mais bon, c'était en 2021, j'attends toujours la réponse. Et à mon avis, leur réaction est simplement, enfin on le sait tous, une réponse type entendue à la télévision. Si on dit ça, c'est que forcément on a tort. Donc voilà, je ne peux pas lutter, c'est clair. Et j'avais parlé déjà à ce moment-là de Vera Sharav, mais même réaction, j'étais irrespectueuse, je faisais des amalgames, etc. Bon, bref, impossible de faire encore fonctionner quelques neurones que ce soit, et toute communication était interrompue. C'est ce jour-là qu'on a laissé cramer d'ailleurs les poivrons farcis. Voilà, et donc revenons au professeur Bagdi. Il était donc convoqué à l'audience qui avait lieu le 23 mai, donc il y a 2 jours, et il a été acquitté, totalement acquitté, comme le confirme l'article dont je mets le lien sous cette capsule, et qui dit ceci, je cite.
Le médecin et opposant à la vaccination, Soukarit Bagdi, a été acquitté de l'accusation d'incitation à la haine. Le tribunal d'instance, dans le Schleswig-Holstein, a estimé dans son jugement que les discours tenus par l'accusé pendant la pandémie de coronavirus n'étaient pas punissables. Le procureur général avait accusé Bagdi, 76 ans, d'incitation à la haine dans 2 cas. Selon cette affaire, Bagdi aurait incité à la haine envers les Juifs vivant en Allemagne en avril 2021, dans le contexte d'une critique virulente de la politique de vaccination d'Israël, et les aurait dénigrés avec malveillance en tant que groupe religieux. Dans sa motivation, le juge a déclaré qu'en cas de déclaration ambiguë, d'autres interprétations devaient également être prises en compte. Il n'a pas été possible d'exclure totalement que le professeur Bagdi ne visait que le gouvernement israélien et non le peuple dans ses déclarations. La représentante du parquet général a annoncé qu'elle ferait appel. Le professeur de microbiologie à la retraite est l'icône du mouvement anti-vax, on va dire. Dans ses livres à succès sur la pandémie, dans des interviews et dans des articles de presse, il a fait preuve d'un grand courage. Le grand courage, ça c'est l'article qu'il dit, ce n'est pas le juge, mais en attendant, la décision est évidemment excellente. Alors bravo à lui. Si le parquet fait appel, j'espère que le résultat sera tout aussi bon en appel. Notez qu'à la sortie de l'audience, il a été acclamé par des survivants de la Shoah eux-mêmes, qui avaient évidemment manifesté leur soutien, preuve sans doute qu'ils n'avaient pas autant banalisé la Shoah que le ministère public allemand voulait le faire croire, et que mes parents l'auraient imaginé aussi. À ce sujet, je vous recommande aussi la vidéo publiée le 24 mai, donc hier, par Jean-Dominique Michel, et dans laquelle il reprend le texte complet des propos qui étaient reprochés au professeur Bagdi, et les met en parallèle avec les propos aussi du docteur Mike Headon. Il évoque aussi le documentaire de Vera Sharav en 5 parties, qui est en cours de sous-titrage. Je crois qu'il y en a 3, sauf erreur, qui pour l'instant sont sous-titrés déjà en français. Alors j'ai pour ma part relayé sur mon canal Telegram, qui s'appelle Outils pour comprendre justement l'intégralité de ces 5 parties que j'avais visionnées pour ma part en anglais le mois dernier. Et c'est à voir et à faire tourner le plus possible. Aux USA, pour terminer, un juge de la Cour suprême s'est récemment exprimé. Un article fut publié dans le Daily Mail, puis traduit sur l'excellent site infotrad.fr. Je me base sur cette traduction car ils sont très fiables, et le lien vers l'article d'origine est bien sûr précisé si jamais vous voulez vérifier. Ce juge se nomme Neil Gorsuch, j'espère que je prononce bien. Ces déclarations ont été faites dans le cadre d'une procédure qui concernait le droit des étrangers, et plus précisément une législation nommée titre M42, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la réflexion générale. Je vais aussi vous citer quelques extraits de l'article dont le lien est évidemment sous ma capsule. Je cite. Donc c'est le juge qui s'exprime dans son jugement ou son arrêt. Les gouvernements et les dirigeants locaux ont imposé des ordres de confinement obligeant les gens à rester chez eux. Ils ont fermé les entreprises et les écoles publiques et privées. Ils ont fermé les églises tout en autorisant les casinos et d'autres entreprises à poursuivre leurs activités. Ils ont menacé les contrevenants non seulement de sanctions civiles mais aussi de sanctions pénales. Il a expliqué, donc le juge, comment les fonctionnaires fédéraux sont également entrés en jeu par le biais de directives vaccinales qui incluaient des menaces de licenciement pour les employés et les militaires qui refusaient de s'y soumettre. En cours de route, dit toujours le juge, il semble que des fonctionnaires fédéraux aient pu faire pression sur des entreprises de réseaux sociaux pour qu'elles suppriment des informations sur les politiques de lutte contre la pandémie avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Des décrets d'urgence ont été pris à un rythme effréné, tandis que le Congrès et les assemblées législatives des États sont trop souvent restés silencieux. Je cite toujours. Sans aucun doute, de nombreuses leçons peuvent être tirées de ce chapitre de notre histoire, et espérons que des efforts sérieux seront déployés pour l'étudier. L'une de ces leçons pourrait être la suivante. La peur et le désir de sécurité sont des forces puissantes. Elles peuvent conduire à une clameur d'action, presque n'importe quelle action, tant que quelqu'un fait quelque chose pour répondre à une menace perçue. Un leader ou un expert qui prétend pouvoir tout résoudre, si seulement nous faisons exactement ce qu'il dit, peut s'avérer une force irrésistible. Et de conclure, ne vous y trompez pas, une action exécutive décisive est parfois nécessaire et appropriée, mais si les décrets d'urgence promettent de résoudre certains problèmes, ils risquent d'en engendrer d'autres, et le pouvoir par décret d'urgence indéfini risque de nous laisser tous avec une coquille de démocratie et des libertés civiles tout aussi creuses. Fin de citation. Alors, il y a encore d'autres éléments dans l'article qui concernent essentiellement la partie droit des étrangers, donc je ne détaille pas ça, si vous avez envie d'aller voir, je vous invite à lire l'article. Et d'ailleurs aussi à parcourir ce site, l'Infotrad, où ils font un super boulot. Et voilà, donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu de faire une capsule ce soir. D'ailleurs, je speed un peu à la fin parce que je vois que ma batterie d'ordinateur est carrément au bout.
Donc j'avais pas du tout prévu de faire une capsule ce soir, mais j'avais pas non plus prévu de recevoir ce jugement qui m'a rendu le sourire. Donc merci à Maître Bessy pour l'envoi de cette décision, affaire à suivre si il y a appel de l'employeur, mais sauf erreur, je crois que pour l'instant c'est pas le cas, mais le délai n'est pas fini. Affaire peut-être, j'espère, à dupliquer aussi au profit d'autres soignants. Et pour ma part, c'est beaucoup plus facile ce soir de vous dire tenez bon. À bientôt, on va y arriver. Au revoir.